Salut tout le monde, bienvenue dans ce Réact d'actu. Aujourd'hui, on parle d'un miracle. Les patrons sont en colère. Et c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Cette colère patronale n'est pas juste un coup de chaud. C'est le symptôme de deux visions du pays qui s'affrontent. Et croyez-moi, on va les confronter. Ces gens si patients, ces gens qui encaissent stoïquement les taxes, les normes, les discours moralisateurs, eh bien figurez-vous, ils ont fini par exploser. Et franchement, fallait s'y attendre. Quand un gouvernement change de ligne tous les 15 jours, finit par se contredire d'une conférence de presse à l'autre, même les plus calmes finissent par froncer les sourcils. On a vu des déclarations assez savoureuses cette semaine, inconséquences politiques, insultantes, déplorables. Et pendant que Rosa prépare déjà ses grands violons sur les riches qui râlent, moi, je regarde trois de ces chiffres très simples. D'abord, le taux de chômage, 7,7%, avec un marché du travail qui reste fracturé. Ensuite, la croissance, 0,8%, une économie qui fatigue. Et enfin, une dette publique à 116% du PIB. Là, on est carrément dans les soins palliatifs. Alors tu vas voir, Rosa va nous expliquer que tout ça c'est normal. Que l'austérité, que les marchés, que les inégalités, que les planètes étaient mal alignées. Mais Rosa, vraiment, quand les entreprises te disent que l'État se comporte comme un conducteur de bus ivre, peut-être que la solution c'est pas d'appuyer encore plus fort sur l'accélérateur, non? Allez, on démarre. Tu me fais rire. Tu joues le narrateur tragique pour trois patrons froissés. On dirait un avocat plaidant pour un vase ancien. Je les entends râler, oui. Je note surtout qu'ils râlent toujours quand l'État leur rappelle qu'il existe encore. Ça surprend, je sais. On parle d'inconséquence politique. Je veux bien. Sauf que l'inconséquence vient surtout de 30 ans d'austérité imposée. Ça a vidé le pays. Tu cites la dette. Je la regarde aussi. Ce niveau sort de la doxa néolibérale, pas d'un État trop généreux. On a coupé partout. Même l'OCDE dit que notre croissance stagne. Zéro surprise quand les salaires ne suivent plus. Les familles poussent, l'économie traîne. C'est mécanique. Le chômage, c'est les jeunes qui l'encaissent plein pot. Les quartiers populaires aussi. Et pendant ce temps, les profits restent super hauts. C'est ça la vraie fracture. Tu veux parler de colère patronale? Moi, je vois surtout des gens habitués à être entendus avant tout le monde. Quand l'État hésite, il crie plus fort. C'est un style. Le Figaro parle d'insultes. Je vois une comédie. Ceux qui refusent une fiscalité juste menacent toujours de partir. C'est leur vieux refrain. On a un Gini à 29. C'est l'indicateur qui mesure l'écart de revenus entre les gens. On reste bloqué. Les 10% les plus riches gagnent toujours 8 fois plus que les plus pauvres. La colère est là, pas dans un salon patronal. Alors non, Procope, je ne sors pas mes violons. Je regarde le décor entier. Toi, tu regardes juste les sièges VIP. Un conducteur de bus ivre, tu dis? Moi, je vois surtout des passagers qui veulent tenir le volant et demander ensuite qu'on les remercie. Parler d'austérité en France, c'est audacieux. Et cette crise patronale, celle de cette semaine, c'est exactement ça. Le choc entre une réalité sociale qui fatigue tout le monde et des acteurs économiques qui n'accepteront que difficilement plus de contraintes. On a l'un des États les plus lourds du monde, juste derrière Cuba et la Corée du Nord. Austérité? L'État pèse 57% du PIB, pas vraiment un désert budgétaire. Chaque année, on dépense plus que l'année précédente. Résultat, une dette monstrueuse. C'est pas un État affamé, ça. C'est un État obèse, qui mange avant tout le monde et laisse l'addition aux générations suivantes. Et quand les patrons râlent, tu leur réponds austérité! Non, Rosa, le pays n'est pas sous-financé. Il est suradministré. On ne manque pas d'argent, on manque de discipline. Citer Cuba et la Corée du Nord pour parler de fiscalité, c'est ta façon de mettre du piment. La pression fiscale élevée ne dit pas qu'un pays vit dans l'austérité. Elle dit surtout qu'il finance ses services publics. Les nôtres tiennent à peine debout. On coupe depuis 20 ans. Les salaires stagnent. Les lits ferment. Les territoires décrochent. Ça, c'est le résultat de l'austérité réelle, pas d'un État trop plein. Tu parles de dette. Je te rappelle que les baisses d'impôts pour les plus riches ont creusé tout ça. ISF supprimé, CICE distribué. Résultat, les profits montent, mais les salaires ne bougent presque plus. Le pays reste avec un ratio riche-pauvre de 8 pour 1. C'est ça qui bloque la croissance. Alors oui, certains patrons râlent. Ils râlent dès qu'on évoque une contribution équitable. Quand je les entends, je me dis qu'on tape enfin au bon endroit. Non, tu me ressors que les salaires stagnent? Mercredi, je te l'ai montré noir sur blanc. Les salaires nets stagnent, oui, mais le super brut, lui, il grimpe sans arrêt. Pourquoi? Parce que l'État prélève tout avant que ça arrive sur le compte. Un salarié médian touche 2 200 euros. Alors qu'en laissant l'argent aux gens, il serait à 3 700 euros, soit 70% de plus, juste en arrêtant la ponction massive. C'est pas l'entreprise qui retient le salaire, c'est l'État obèse qui siphonne la richesse avant même qu'elle ne devienne un revenu. Et après ça, tu expliques aux gens que les patrons ne payent pas assez. Rosa, sérieux? Ah, tu me ressors ta démonstration du super brut magique. Je l'attendais. Tu me connais trop bien. Tu joues avec un chiffre théorique. Le salarié ne voit jamais ce montant. Il vit son net. C'est ça qui lui permet de tenir. L'État siphonne tout. Tu oublies que cet argent finance sa santé, son chômage, ses retraites. C'est son filet, pas un impôt décoratif. Si on baisse les cotisations, il paiera ses protections seul. Et là, il verra vraiment son pouvoir d'achat plonger, pas grimper. Tu oublies aussi la part entreprise. Elle recule depuis des années, tandis que les dividendes explosent. Le salarié reçoit 2 200 euros. L'actionnaire, lui, a vu ses revenus doubler depuis 15 ans. C'est là que se fait la ponction réelle.
On parle d'un pays où les 10% les plus riches gagnent 8 fois plus que les plus pauvres. Ce n'est pas l'État qui écrase les revenus, c'est la répartition qui déraille. Et quand tu dis l'État empêche les salaires de monter, je me dis que certains patrons doivent applaudir très fort. Tu oublies un tout petit détail, qui est massif. Le super brut, c'est juste le coût réel d'un salarié. Que l'État prenne sa part ou pas, l'entreprise paye. Point. Et quand tu dis que les riches ponctionnent le pays, ça me fait bien sourire. Les 10% les plus riches gagnent 8 fois plus, oui. Mais ils payent aussi 75% de l'impôt sur le revenu, la plus grosse part de TVA. Et la France est dans le top 3 mondial pour les taxer. Parce que si l'ISF a disparu, il reste les ponctions immobilières et les taxes sur les dividendes, à 30 voire 35% à partir de 2026. On peut leur reprocher plein de choses, mais sûrement pas de ne pas financer le système. Le problème, c'est pas eux, c'est un État qui brûle l'argent plus vite qu'on ne peut le produire. Ah, te voilà reparti sur les riches portent tout. Je reconnais ton refrain préféré. Je n'oublie rien, Procope. Les 10% les plus riches payent beaucoup d'impôts. Je le dis sans problème. Ils paient aussi parce qu'ils gagnent énormément. On oublie souvent cette partie-là. Tu expliques qu'ils financent presque tout. La vérité, c'est qu'un système progressif fait payer ceux qui captent l'essentiel des gains. C'est normal, c'est même sain. Tu cites la TVA. On sait que c'est l'impôt le plus injuste. Le smicard paye la même taxe que le rentier. Sauf que lui vit chaque euro, l'autre non. Tu parles de taxes sur les dividendes. Elles existent, oui. On les a même renforcées. Pourtant, les dividendes battent des records chaque année. Ce n'est pas la misère chez eux. Et quand tu dis que l'État brûle l'argent, je souris. On dépense dans la santé, l'école, les dépendances. Les besoins explosent depuis 10 ans. C'est ça la réalité. La tienne, c'est une comptabilité sèche. La mienne, c'est une société vivante. Et crois-moi, elle mérite mieux qu'un modèle où seuls les gagnants décident. Soit tu mens, soit tu ne sais réellement pas de quoi tu parles. Et c'est ce que personne n'ose dire tout haut cette semaine. Derrière la colère patronale, il y a surtout des entreprises qui ne peuvent plus jouer avec des règles qui changent tout le temps. Arrête de gober tout rond ce que dit LFI et compagnie. Les dividendes français paraissent énormes parce que tu regardes les montants et les rendements. Le CAC 40 tourne autour de 4%. C'est l'un des marchés les moins rentables du monde. Donc non, les capitalistes français ne nagent pas dans l'or. Et je te laisse tes fantasmes de lutte sociale, parce que le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas l'inégalité, c'est l'imprévisibilité. Un pays où les règles fiscales, sociales et réglementaires changent tous les 8 mois, c'est un pays qui n'embauche plus. Les patrons ne sont pas en colère, ils sont épuisés. Toi, tu parles de redistribution. Eux, ils demandent juste qu'on arrête de leur ajouter des boulets aux pieds. Sérieusement, on n'a jamais vu autant de destruction d'emplois depuis 1945. Soit tu mens, soit tu sais pas. Tu me parles comme si je découvrais mes propres dossiers. Je connais les rendements du CAC 40. Je sais que 4% ce n'est pas Las Vegas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la taille des masses distribuées. Elles explosent. Et pendant ce temps, les salaires restent coincés. C'est là que la tension sociale naît. Tu me parles d'imprévisibilité. Je l'entends. Personne ne veut des règles qui changent tous les 8 mois. Les salariés non plus. Eux vivent des contrats courts, des horaires instables et des baisses de postes. Eux aussi sont épuisés. Tu dis qu'on détruit des emplois comme jamais. On détruit surtout la qualité de l'emploi. On remplace des postes stables par des statuts flexibles et précaires. C'est plus discret, c'est plus violent. Et puis, les patrons veulent de la stabilité? Très bien. Qu'ils arrêtent de réclamer une nouvelle niche fiscale chaque trimestre. Qu'ils assument une fiscalité claire, sans porte dérobée. Tu appelles ça des boulets? Moi j'appelle ça des règles communes. Et tu sais quoi? C'est souvent quand elles s'appliquent vraiment que certains hurlent le plus. Donc, tu connais parfaitement le CAC 40. Mais tu continues d'agiter des masses distribuées comme si les rendements explosaient? On va dire que tu simplifies très fort, mais bref. Et toi, dis-moi, salaire qui stagne, état obèse, instabilité permanente, qu'est-ce qui plombe vraiment l'économie? Balance ton avis dans les commentaires ou sur X. Je suis curieux de voir qui suit Rosa, et qui aime qu'on prenne pour un simplet, et qui regarde les chiffres. Ah, bravo. Maintenant je simplifie, et je prends les gens pour des simplets. Tu vaux mieux que ces attaques sous la ceinture, tu sais? Bon, vous qui regardez, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce. Ça soutient la chaîne et ça calme un peu Procope, mais pas beaucoup. Alors sur les chiffres qu'il adore, les dépenses publiques à 57%, c'est surtout la santé, l'école, la dépendance. Ce sont des besoins qui explosent, pas des budgets qui dérapent. La pression fiscale à 43,8, c'est surtout parce qu'on taxe énormément le travail. Le capital, lui, reste très protégé. Et la croissance à 0,8%, désolé. Mais quand on impose l'austérité depuis 20 ans, on récolte une économie essoufflée. Pas une surprise. Et maintenant, je vous laisse avec notre fou furieux préféré. Il va vous expliquer que tout irait mieux si l'État devenait plus mince qu'un ticket de métro. Accrochez-vous, il taille encore plus vite que Bercy. Tu fais semblant de ne pas voir l'éléphant dans la pièce, là. Tu m'expliques que les dépenses publiques à 57%, c'est la santé, l'école, la dépendance. Très bien. Mais ça reste 57% du PIB. Un record absolu dans l'OCDE. Aucun pays développé ne dépense autant que nous. Aucun. Et tu le sais, la France détient le record mondial de la pression fiscale globale. Travail, capital, consommation, tous les secteurs sont au plafond. C'est simple, tout ce qui bouge, on le taxe. Et si ça bouge plus, on le taxe quand même. Tu parles des entreprises, regarde leurs coûts. On a la troisième énergie la plus chère du monde. Oui, du monde. Comment veux-tu qu'une PME s'en sorte avec une électricité hors de prix, une fiscalité folle, des normes instables,
Un État qui change de règles tous les 6 mois. Les patrons ne sont pas en colère, ils suffoquent. Tu dis que la croissance est faible à cause de l'austérité. Non, la croissance est faible parce que la France est anticompétitive. Trop d'impôts, trop de charges, trop de bureaucratie, trop d'instabilité. On étouffe la création de valeur. On pousse les capitaux à partir. Regarde les chiffres, on a encore des milliards qui fuient le pays chaque année. Tu crois que c'est par plaisir? Et oui, ma solution est simple, parce que l'économie aime les règles simples. Un État à 30% du PIB, pas plus. C'est le niveau des pays qui réussissent. 15% de frais de fonctionnement sur tous les revenus et bénéfices, 15% de TVA unique, fin des 12 000 impôts illisibles, fin de l'arénage. On laisse enfin l'énergie redevenir compétitive. Et je te rassure, non, la santé et la retraite ne vont pas exploser. On est déjà parmi les plus chers du monde. La concurrence force les prix à baisser, pas à monter. Avec ça, la France redevient un pays où on peut investir. Un pays où une PME respire. Un pays où le salaire net grimpe vraiment. Un pays où l'économie repart. Tu appelles ça mince comme un ticket de métro. Moi, j'appelle ça un pays qui arrête de s'auto-saborder. Tu balances record mondial de taxes comme si ça expliquait tout. Tu simplifies trop, et tu le sais. Tu oublies de dire où on taxe. La France charge surtout le travail, pas le capital. C'est ça la vraie distorsion. On pèse sur les salaires, on allège les dividendes, et ensuite tu t'étonnes des inégalités. La pression fiscale globale ne raconte rien si tu caches la structure. On a vidé les cotisations patronales pendant 20 ans. On a multiplié les niches. On a protégé les hauts revenus. Tu présentes tout ça comme une fatalité. C'est un choix politique. C'est un choix qui fatigue les gens, pas les actionnaires. Alors ton record mondial, désolé, c'est une belle formule. Seulement, elle pointe le mauvais coupable. Je refuse de te traiter de menteuse, mais tu me facilites vraiment pas la tâche là. Tu dis que la France taxe surtout le travail et allège le capital. Mais le capital, c'est quoi? Des entreprises et l'immobilier. Et ces deux-là figurent dans le top 3 mondial le plus taxé. Impôts de production, taxes foncières délirantes, droits de mutation record, fiscalité locale omniprésente, plus la flat tax et bientôt 35% sur les dividendes. Si ça c'est allégé, je veux bien que tu m'expliques ce que serait un vrai poids. Et je le répète calmement, la France est le pays développé avec l'État le plus lourd du monde. Cuba et la Corée du Nord nous dépassent, oui, mais ni toi, ni moi, ni personne ne veut de leur modèle. Alors, quand tu dis que la pression fiscale ne raconte rien, désolé, mais elle raconte tout. Un pays où l'État prend plus que partout ailleurs, et s'étonne ensuite que le capital, les entreprises et les talents filent à l'étranger. Taxer plus ne crée rien, ça fait juste fuir ceux qui produisent. Donc maintenant, tout est le pays le plus taxé du monde. Tu fais un concours ou quoi? Tu listes taxes, impôts, fonciers, dividendes. Très bien, mais tu évites soigneusement l'essentiel, la structure de l'impôt. Le travail porte tout, le capital échappe largement. C'est ça le problème. Et puis ton grand rêve, l'État à 30% du PIB? Soyons sérieux, ce chiffre sort des placards libertariens. C'est pas un modèle économique, c'est un slogan. À ce niveau, on ferme des hôpitaux entiers, on coupe l'école, la dépendance, la justice. On détruit ce qui tient encore debout. Tu appelles ça efficacité? Moi, j'appelle ça un pays qui renonce. Et derrière ton joli chiffre, il reste une vérité simple. Une société ne fonctionne pas avec une calculette. Non, cette fois, tu ne m'énerveras pas. C'est fini ce temps-là. Je viens de t'expliquer que le capital est parmi le plus taxé du monde. On mettra les sources en description. Donc, répéter l'inverse, ça n'élève pas vraiment le débat. Et ton accusation sur l'État à 30% du PIB, c'est un slogan libertarien, on va être honnête 2 minutes. La France était à 30% en 1960. Et on n'était pas dans un désert médical. On n'était pas dans un pays en ruine. La Suisse est autour de 34% aujourd'hui. Les Pays-Bas à peine plus. Ce sont des pays stables, prospères, efficaces. Tu veux vraiment dire aux gens que ce sont des champs de ruines? Donc oui, réduire l'État, c'est crédible. C'est même normal dans un pays qui dépense plus que tout le monde tout en délivrant moins que tout le monde. Et franchement, Rosa, on peut se chamailler, c'est le jeu. Mais si on veut garder une chaîne de qualité, il faut arrêter les formules indignées et revenir aux faits. Le public mérite mieux que des caricatures, même s'il n'est pas encore très nombreux. Quand tu dis que le public mérite mieux, tu t'inclus dedans? Bref, parlons énergie. Tu répètes que la France a la troisième électricité la plus chère du monde. C'est un joli choc visuel, mais c'est du cherry picking. Tu mélanges prix spot, tarif industriel et surtaxe créée pour la dérégulation. Et surtout, tu oublies l'ARNH, né pour casser EDF au nom du marché. Résultat, les PME payent plein pot pendant que les traders se régalent. L'énergie hors de prix, ce n'est pas un État trop présent. C'est une libéralisation ratée. Et c'est précisément ce mécanisme qui explose aujourd'hui dans les PME. Leurs factures flambent et leur colère par-delà. Pas d'une révélation mystique. On a mis de la concurrence partout, même où elle ne marche pas. Alors ton récit anti-État, désolé. Sur l'électricité, il s'effondre dès qu'on regarde la chronologie. T'es en train de m'expliquer que l'ARNH, comme si c'était du libéralisme? Sérieusement? L'ARNH, c'est tout l'inverse d'un marché libre et non faussé. Ce n'est pas de la dérégulation, c'est de la surréglementation. Un système où l'État force EDF à vendre son électricité en dessous du prix réel pour que des acteurs privés la revendent ensuite plus cher. Ça, c'est du marché organisé par l'État, pas un marché libre.
C'est le cauchemar absolu pour n'importe quel libertarien. Et tu le sais très bien, parce que l'arénage n'a pas fait baisser les prix. Il a détruit EDF, ruiné la visibilité des PME et enrichi quelques traders. Exactement ce que crée toute fausse concurrence pilotée depuis un bureau ministériel. L'électricité hors de prix, c'est la faute directe d'un État qui joue au chef d'orchestre alors qu'il ne comprend même pas la partition. C'est du néolibéralisme pur jus. Donc sortons de l'arénage, laissons EDF vendre au prix réel et la concurrence sera enfin libre et non faussée. Ok, je te l'accorde. L'arénage, ce n'est pas du libéralisme pur. C'est pire. C'est du bricolage pour faire croire au marché. On a cassé EDF pour ouvrir la porte aux revendeurs. Et tu veux me faire croire que l'État seul a saboté tout ça? Non. Parlons plutôt de ce que tu évites. Les capitaux qui fuient naturellement. Tu le répètes comme une loi physique. Sauf que ces départs sont organisés par ceux qui refusent de contribuer. Ils optimisent, ils déplacent, ils menacent. Alors arrête de présenter ça comme un phénomène météo. C'est une stratégie, pas un exode spontané. Ce que tu appelles une stratégie, c'est juste du bon sens humain. Imagine, tu es riche, tu crées de la valeur, et tu vis dans les 3 pays les plus taxés du monde. On te répète que tu ne contribues pas assez, on te jalouse, on t'insulte, tes produits coûtent trop cher pour l'export à cause des charges et de l'énergie, et à côté, tu as tout un tas de pays qui te déroulent le tapis rouge, te respectent, te taxent moins, et te laissent développer ton entreprise. Tu restes? Mais personne ne resterait. En tout cas, pas sans masochisme fiscal. C'est ça la fuite naturelle, un système qui pousse les talents dehors et les accuse de partir. Bon, on va s'arrêter là. Sinon Procope va nous ressortir ses lubies jusqu'à demain matin. Pour résumer, moi je dis une chose simple. On ne sortira pas le pays de l'ornière avec moins d'État et plus de cadeaux fiscaux. On a besoin de services publics solides, de salaires qui montent vraiment, et de règles qui empêchent les capitaux de filer dès qu'on demande un effort. Procope, lui, veut un État à 30%, une fiscalité ultra simple, et la promesse que si on lâche la bride, tout va redémarrer. En gros, je sécurise, il dégraisse. Je renforce les digues, il allège le bateau. Bref, cette colère patronale, ce n'est pas une anecdote, c'est un révélateur. Elle montre à quel point nos deux modèles de société ne répondent pas aux mêmes priorités. Maintenant, à toi de trancher. Est-ce qu'on protège la société d'abord ou est-ce qu'on fait confiance aux forces du marché? Dis-le en commentaire, vraiment. Explosez le débat sous la vidéo, on vous lit tous les deux. Et si tu veux voir Procop s'étrangler plus souvent, abonne-toi, cloche, pouce, ça nourrit l'algorithme, pas les actionnaires. Mais tu viens de traiter l'algo YouTube de capitaliste là, non? Et tu participes à ça? De mon côté, je reste clair. Trop d'impôts, trop d'État, trop d'instabilité, et des patrons qui étouffent au lieu d'embaucher. Si tu penses qu'on crée de la richesse avec toujours plus de règles, suis Rosa. Si tu penses qu'on en crée en desserrant les taux, reste avec moi. À la prochaine. En attendant, reste curieux et garde ton esprit critique. Mais arrête avec cette phrase, c'est nul!